Alors je sais, ça fait beaucoup d'informations, et dans le jeu il y a effectivement plein de façons différentes de jouer, et beaucoup de choses à garder en tête. Heureusement, la petite aide de jeu fournie est assez bien faite pour savoir qu'est-ce que l'on doit faire lors des phases. Donc sur une des phases, nous avons le tour 1, pendant lequel chacun de nos chevaliers peut réaliser l'action A, c'est-à-dire récolter, l'action B, d'acheter de nouveaux chevaliers, l'action C, qui est de lancer le dé pour obtenir un héritier, ou bien de directement gagner un héritier en reconnaissant un bâtard. Immédiatement lors de son arrivée, il doit y avoir un mariage qui est effectué. L'action D qui permet de poser en fait un chevalier sur le plateau central. Et enfin, l'action E qui permet de passer son tour. Donc ça donne en fait toutes les actions diverses que vous pouvez réaliser lors de la phase 1. Ensuite, la phase 2 est assez explicite aussi. On gagne en fait les tribus de ces tuiles que l'on retourne toutes. Pour retourner son plateau, en phase 3, on gagne les bonus donnés par les différentes zones du plateau de jeu en fonction des majorités de chevaliers qui s'y trouvent. Et en phase 4, on va résoudre chacune des sphères d'influence du plateau de jeu dans l'ordre, de façon à arriver jusqu'à la phase 5, qui est celle où on lance le dé d'hiver pour savoir ce qui se passe, où il y a des privilèges donnés par le roi, et où on récupère ses pions avant d'entamer une nouvelle manche. Alors le jeu va ainsi se poursuivre pendant les 5 tours que dure une partie, et à la fin du 5e tour, il y aura quelques petits modificateurs qui vont venir perturber peut-être un peu le score. Alors ces modificateurs sont dessinés à l'intérieur du paravent, sur le côté gauche, de façon à ce qu'ils restent accessibles à tous les joueurs pendant la partie. Effectivement, en fin de partie, on va regarder qui a le plus de tissus et de métal cumulés. Donc tout le monde va compter ses tissus et métal au total. Et le joueur qui en a le plus va gagner 2 points de victoire supplémentaires. Alors attention, ça ne sera pas par paire de cubes comme ceci que vous gagnerez 2 points de victoire, mais ce sera uniquement le joueur ayant le plus de ces matières premières groupées qui marquera 2 points de plus. Ensuite, celui qui a le plus de marqueurs rouges, de marqueurs d'influence, va aussi gagner 2 points de victoire. Celui qui a le plus de privilèges, c'est-à-dire les petits marqueurs que l'on a placés sur nos lignages au fur et à mesure du jeu, va marquer lui aussi 2 points de victoire de plus. Et enfin, on va marquer 1 point de victoire supplémentaire par paire de cubes or que l'on a. Alors là, par contre, ce n'est pas le joueur qui en a le plus, mais tous les joueurs pourront marquer 1 point de victoire par paire de cubes d'or qu'ils ont accumulé au fur et à mesure du jeu. Mais ce n'est pas tout, car enfin, nous allons regarder le nombre de damoiselles qu'il va rester sur le lignage de chaque joueur, et chacune de ces damoiselles va faire perdre 2 points de victoire au joueur en question. Donc là, -4 par exemple pour le jaune, et -6 pour le bleu, et -4 aussi pour le rouge. Alors, difficile de donner une idée vraiment précise du jeu sans le jouer, car effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans une partie, et il y a énormément de choix différents à faire, ce qui rend les débuts de partie un petit peu confus. Donc en général, la première partie que vous allez faire, ça va être du grand n'importe quoi, et ce n'est qu'à partir de la deuxième partie, vous allez commencer peut-être à avoir différentes stratégies de jeu. Alors je vais quand même essayer de vous montrer un début de partie pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors par exemple, imaginons que je sois le joueur rouge, et que je décide donc de faire ma première action du tour. Donc je vous rappelle que j'ai le choix entre les 5 premières actions de la première phase. Je décide donc de récolter d'abord mon champ. Le champ me propose de gagner donc immédiatement 3 cubes verts, donc je gagne 3 cubes verts grâce à mon chevalier A, et par contre ça passe du temps, donc je vais devoir choisir un sablier quelque part sur le plateau de jeu. Donc je pourrais par exemple me dire, bon allez, je vais récupérer le premier sablier de la guerre, car j'ai bien envie d'y aller. Mais évidemment, c'est à mes risques et périls, quelqu'un pourra peut-être se mettre sur cette place si je la récupère. Tant pis, je le prends et je le pose sur le chevalier qui a réalisé l'action. Et on passe au tour du joueur suivant. Le tour se déroule jusqu'à ce que ça revienne à moi de jouer. Je décide cette fois-ci de profiter du fait que j'ai 2 ressources de chaque en début de partie pour m'acheter un nouveau soldat en payant 1 cube de chaque et en plaçant ce soldat à cet emplacement-là. Et je décide donc de faire agir mon chevalier A, qui va encore vieillir, donc je vais devoir récupérer à nouveau un sablier quelque part sur le plateau de jeu. Je décide de n'avantager personne en récupérant un endroit qui m'intéresse moyennement.
Hop, je mets un deuxième marqueur de temps sur mon chevalier et on passe au tour suivant. Tout le monde ayant joué, le tour repasse à moi et je vais à nouveau choisir une action. Mais attention, évidemment, les autres joueurs ont aussi fait des actions, ce qui a fait qu'il y a de moins en moins de sabliers sur le jeu. Il n'en reste plus que 6, ce qui veut dire que si encore pendant 2 tours chacun réalise des actions qui utilisent des sabliers, je ne pourrai réaliser plus que 2 actions supplémentaires. Donc il va falloir quand même que je me presse un petit peu. Donc je décide, tant pis, d'utiliser une action pour récupérer encore de la nourriture et de récolter ce champ. Je gagne à nouveau 3 nourritures que je peux placer derrière mon paravent. Et évidemment, je prends encore un sablier que je vais placer devant mon joueur. Le tour revient encore à moi, cette fois-ci ça commence à être difficile, il ne reste plus que 3 sabliers, si jamais j'effectue une action, ça sera peut-être la dernière en jeu, à moins que les autres commencent déjà à poser des chevaliers. Je vous rappelle que dès qu'on va commencer à poser des chevaliers sur le plateau central, on n'aura plus le droit de réaliser les 3 premières actions qui sont récoltées, récupérer un nouveau soldat, ou bien avoir des enfants. Effectivement, ce chevalier a commencé à vieillir et il n'a toujours pas d'héritier. Donc je pourrais peut-être éventuellement décider de lui donner un héritier pour éviter que lorsqu'il ne meurt, il n'ait pas de lignage à qui donner ses terres, et donc perdre surtout 4 points de victoire, ce qui est toujours très très embêtant pour le jeu. Je me décide donc et je préfère finalement récolter encore ce champ. Alors comme il a déjà été utilisé, cette fois-ci il ne va plus me rapporter qu'un seul cube de nourriture. Mais pourquoi je fais ça? Parce que lors de la phase suivante, qui sera la phase de tribu, je vais recevoir de l'or grâce à ce champ. Donc je préfère le mettre sur cette phase et utiliser une dernière action. Je récupère un sablier en jeu que je pose sur mon chevalier. On passe au tour du joueur suivant. Le joueur suivant craque, il décide de ne pas faire d'action et de poser directement un personnage en jeu. Il prend donc la première case de la guerre. Le deuxième joueur fait la même chose dans la foulée, ayant peur de ne pas avoir de case libre. Il prend donc la deuxième case libre qui se trouve à cet endroit-là, et le tour revient à moi. Alors, toujours pareil, j'ai le choix de continuer à faire des actions qui font faire vieillir mes chevaliers, mais si je fais ça, les autres vont placer leur deuxième chevalier, puisque eux n'ont plus le droit de réaliser les 3 premières actions. Donc c'est quand même très risqué de ne pas suivre les autres une fois qu'ils ont commencé à envahir le plateau central. En plus de ça, j'aurais bien aimé partir à la guerre moi aussi pour récupérer un nouveau terrain. Donc je vais peut-être être obligé de prendre mon personnage et de l'envoyer quand même à la guerre. Je peux le placer sur un endroit où il y a un sablier, mais je vous rappelle que cela a un coût. Sur un sablier, je dois en effet soit défausser un or, soit un privilège pour avoir le droit de m'y mettre. Je préfère utiliser, tant pis, un or. On essaiera d'en gagner plus tard, puisque j'ai prévu de toute façon qu'à la prochaine phase, j'en récupère. Le tour continue, c'est encore à moi de jouer, mais je suis le dernier à avoir un chevalier, je décide donc où je le place. Est-ce que je vais le mettre au marché comme les autres joueurs, qui ont certainement envie d'échanger des marchandises? C'est vrai que c'est souvent un truc que l'on fait en début de partie. Ou est-ce que je vais à la cour pour tenter de soumettre quelqu'un? En début de partie, c'est un petit peu impossible. Au vu de ce que les joueurs ont sur leur plateau, donc je peux décider de, moi aussi, faire comme tout le monde, on va pas être très original, et de me placer là, à moins que, allez, je décide de me placer là pour vous montrer un petit peu autre chose. On passe donc à la phase 2, qui est la phase de tribu. Je regarde en bas de mes terrains, je reçois un cube d'or, et ensuite je retourne la totalité de mes terrains. La phase de tribu est terminée, on passe à la phase 3. C'est la phase politique, on regarde qui a le plus de chevaliers à la cour, eh bien personne, donc en fait le jeton de premier joueur reste et personne ne gagne les points de victoire et le cube d'influence. On passe aux 3 à la cour, cette fois-ci c'est le joueur jaune qui gagne car il est devant le joueur bleu à égalité. Il récupère donc un cube de la banque ainsi qu'il gagne un point de victoire. On passe à la guerre où le joueur jaune étant le premier à s'être placé, et nous sommes tous à égalité, c'est donc lui qui reçoit le bonus. Il prend donc le soldat et peut le placer sur son plateau de jeu à l'endroit où il veut, pour aider ses soldats, et il gagne un point de victoire. Ensuite, moi, on passe à la phase 5, c'est moi qui y suis, je gagne donc 2 points de victoire, et je prends l'archevêque que je peux placer sur une de mes cases pour la défendre. Ou bien pour permettre, pour la défendre contre les attaques des autres joueurs. Donc je la place.
Et c'est tout pour cette phase politique, on passe à la phase suivante. C'est donc la phase des sphères d'influence, on regarde s'il y a des chevaliers devant le chiffre numéro 1, il n'y a personne. Ensuite, devant le chiffre numéro 2, il n'y a personne non plus. Devant le chiffre numéro 3, c'est le joueur jaune qui va commencer et qui choisit soit d'échanger des cubes avec la banque, soit de tenter la construction d'un château. Il décide d'échanger des cubes, le joueur A fait la même chose, il échange ses cubes. On passe donc à la phase de guerre avec le joueur A qui commence. Il décide, car il a peu de chevaliers, d'attaquer cet endroit-là, qui demande d'avoir au minimum 6. Il a donc 3 chevaliers en jeu, car, je vais agrandir un peu la caméra, il a récupéré un soldat. Donc en fait, il a 3 personnages qui valent 3 points chacun, donc ça lui fait 9 points, suffisant pour attaquer ici ou là. Il décide d'attaquer là, puisque c'est quand même plus intéressant, c'est un endroit qui va donner une ressource de métal, et il la place sur son plateau de jeu devant un de ses chevaliers. On passe au joueur B. Le joueur B qui se dit « Ah ben moi j'aurais bien aimé attaquer ça, sauf que je n'ai pas assez au niveau de mes chevaliers, donc je vais me rabattre là-dessus. » Il a qu'un seul chevalier sur son chevalier avec la lettre B, donc ça lui fait 3 points, et pour pouvoir gagner cette tuile, il lui faut dépasser 6 points. Il va donc devoir dépenser 4 points sous la forme de cubes, soit vert, soit rouge. Donc il décide de défausser par exemple 3 rouges et un vert, imaginons qu'il les ait, et il peut récupérer lui aussi cette tuile qu'il place devant lui. Enfin, c'est moi qui vais pouvoir aussi réaliser mes attaques. C'est mon chevalier A qui est ici, je vais donc regarder combien j'ai de force de frappe, j'ai donc 9 points. Ici je pourrais récupérer la mine, car elle a 2 points de défense et il y a 6 points de défense au total, 6 et 2, 8, avec mes 9, ça suffit sans que j'ai besoin de dépenser quoi que ce soit. Ou bien je peux récupérer ce terrain pour 8, c'est pareil, je le dépasse aussi sans avoir besoin de dépenser de cubes rouges ou verts en plus. Donc je décide par exemple de récupérer d'abord de la laine, ça me paraît intéressant, hop, et je la dispose sur mon plateau de jeu, devant un de mes chevaliers. On s'occupe ensuite des chevaliers qui sont à la curie, j'ai donc mon deuxième chevalier qui est là, je décide donc soit de gagner un cube, enfin de transformer une damoiselle en abbesse, donc de récupérer un cube rouge pour le placer derrière mon paravent, ou bien de gagner un privilège. En début de partie, ça me paraît plus sympa de gagner un privilège, j'aurai le temps de marier mes damoiselles avec d'autres chevaliers, et on passe à la dernière phase, il n'y a personne ici, donc cette phase est terminée, et on passe à la phase de l'hiver. Lors de la phase d'hiver, on devrait lancer le dé, mais ne sont concernés par l'hiver rigoureux que les chevaliers qui n'ont ni terrain devant eux, ni château. Comme tout le monde a soit un château, soit un terrain devant lui, ce n'est même pas la peine de lancer le dé d'hiver, on s'en fiche, et on passe directement à l'attribution des privilèges pour ceux qui ont au moins un château ou un soldat devant chacun des chevaliers, donc là c'est le cas pour moi. Je reçois donc un nouveau privilège que je peux placer sur mon lignage. Et tous les autres joueurs dans ce cas le reçoivent aussi. Chacun récupère alors ses chevaliers qu'il peut replacer à leur endroit d'origine. Hop. Tac. Tac, tac. Ensuite, on peut compléter en fait chacun des endroits avec de nouveaux jetons sabliers. Et une fois que c'est fait, on peut avancer dans le marqueur de tour et c'est reparti pour un tour. Voilà donc pour 1049, un excellent jeu de gestion assez poussé, assez long et avec pas mal de subtilité, donc ce qui fait que les premières parties risquent d'être un petit peu laborieuses, mais qui a vraiment une grosse richesse au niveau des tactiques et des stratégies différentes, où tout est important, où l'attention, le bluff, la mémoire, la stratégie sont à l'honneur. Donc vraiment un excellent jeu qui fait un peu penser à Fief sur le thème, mais avec nettement moins de hasard pour ceux qui préfèrent les jeux avec un petit peu moins de diplomatie et beaucoup plus de réflexion. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.